À la différence du racisme, le colorisme est une discrimination qui se vit à l'intérieur d'une communauté. Elle différencie les individus selon la clarté de leur peau. Une peau plus claire souvent étant considérée comme plus jolie. Lorsqu'il s'agit des communautés noires, selon certains psychiatres, le colorisme peut être considéré comme la recherche de ressemblance avec le colonisateur. Il en résulte des choses dans nos communautés comme la dépigmentation de la peau ou le complexe du naturel. Quelles en sont les conséquences? Est-ce qu'il existe du colorisme au Sénégal? On en discute dans Idées, chers téléspectateurs, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être avec deux personnes qui ont des avis bien tranchés sur la question. Madame Dey Bercy Kane Camara, comment allez-vous? Ça va bien, madame Sophie. Merci d'être là sur notre plateau. Alors, vous êtes psychosociologue, donc bien armée pour discuter de ce genre de questions. Vous êtes titulaire d'un DEA en sociologie du travail et d'un CAFPC en psychologie conseillée. C'est bien ça? Oui. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le colorisme? En fait, je pense que vous l'avez bien défini. Donc, c'est un concept qu'on a hérité du colonialisme, parce que ça date du colonialisme, et de l'esclavage même, si on remonte un peu là-bas. Là, il s'agissait de catégoriser ou bien de classifier les Noirs, bien les esclaves. Donc, plus on s'approchait de la clarté, de la peau claire, là, s'il s'agissait des esclaves, ils étaient mieux prisés. Généralement, même ceux qui avaient la peau plus claire travaillaient dans les maisons ou bien même étaient les maîtresses des esclavagistes et autres. C'était avec elles qu'ils avaient des enfants qui devenaient plus tard des mulâtres. Et ceux qui avaient la peau plus foncée, maintenant, c'est eux qui travaillaient dans les champs, qui avaient le plus dur travail. Donc ça, nous l'avons hérité de l'esclavage. Maintenant, avec le colonialisme ou avec la culture française, il s'agissait d'une acculturation, d'une assimilation. Il s'agissait maintenant de faire perdre l'estime de soi-même aux Noirs et leur faire croire que c'est la clarté, que c'est la blancheur même qui était la peau qui était peut-être qu'il fallait avoir pour mieux être accepté au sein de la société. Vous avez excellemment résumé les origines de tout ça. Beaucoup de gens l'ignorent, donc on est content de vous avoir sur le plateau pour détailler un peu tout ça. Monsieur Moussa Seydou Diallo, comment allez-vous? Je vais bien, Sophia. Alors, merci aussi d'être là. Vous avez plusieurs flèches à votre arc, monsieur Diallo. Vous êtes enseignant, vous êtes mon collègue journaliste, vous êtes aussi écrivain, poète, novelliste, spécialiste de l'immigration ouest-africaine. Qu'est-ce qu'un spécialiste de l'immigration ouest-africaine? Disons que je vous remercie d'abord, Sophia, pour cette invitation et de cette opportunité que vous m'offrez pour, en tout cas, revenir plus en détail sur une question d'actualité, donc qui est le colorisme. Donc, un spécialiste sur les questions de migration ouest-africaine, c'est quelqu'un qui travaille ou qui a en tout cas un intérêt particulier sur les questions de migration, notamment dans la sous-région ouest-africaine. D'accord, c'est très intéressant, on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, Madame Camara, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. C'est un sujet lourd, comme on le voit depuis le début, depuis sa définition. Un de vos collègues, donc psychiatre, qui est France Fanon, dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, il a affirmé ceci. Les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, par mépriser leur culture et souhaitent par conséquent ressembler aux colonisateurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette psychanalyse qui est faite par rapport aux peuples colonisés, bon, d'abord aux anciens esclaves, aux descendants d'esclaves et aux peuples colonisés? Tout à fait d'accord avec lui, donc parce que pendant l'époque coloniale, donc comme le colon, lui, il assimilait la beauté à la couleur blanche, donc ils avaient inculqué aux populations autochtones qu'ils avaient trouvées que plus on avait la peau claire, plus on pouvait être accepté. Donc cette population-là qui était stigmatisée et qui était catégorisée, hiérarchisée même, bon, essaye de s'accommoder à cela. Ils étaient acculturés et je me dis même que le colorisme dépasse même la couleur de peau. Parce que ça va au-delà de la couleur, ça va jusqu'à la texture des cheveux, ça va jusqu'à la façon de parler, la façon de se comporter. Donc ils étaient en train de civiliser, bien d'acculturer même les populations autochtones qu'ils avaient trouvées. Et ceux-là même
ils étaient obligés maintenant d'accepter, puisqu'on te dit que tu es noir. Et on associait même tout ce qui était sombre à la couleur noire. Si c'est sombre, on dit noir. Si ce sont les ténèbres, on dit que c'est noir. Donc finalement, l'individu, il va se dire, bon, tiens, tout ce qui est péjoratif, c'est noir, donc moi, je ne vais plus accepter cette couleur-là. Est-ce que je ne vais pas essayer de me dépigmenter ou bien de me décoloriser un peu la peau, comme ça, je vais être accepté par le colon. Surtout qu'il y avait des privilèges qui étaient accordés à ceux qui avaient la peau plus claire, comme par exemple être maîtresse du colon, ou bien avoir certains privilèges pour avoir certains travaux, travailler dans les maisons, comme accompagner les femmes de ces colons-là ou bien de ces esclavagistes. Donc, ils avaient tendance à vouloir utiliser des produits qui les permettraient d'acquérir cette situation où on était accepté par le colon. Ouais. Donc, il y avait ce sentiment, ce besoin d'être accepté. Accepté surtout. Oui, exactement. Monsieur Diallo, Madame Camara vient d'affirmer que la beauté, en fait, le symbole de la beauté était associé à la blancheur, bien sûr, auparavant. Et pourtant, comme vous l'avez affirmé aussi, il y avait des esclaves, comme on les appelait des esclaves de maison, qui avaient des relations avec les colons. Si le symbole de la beauté était donc la blancheur, comment expliquer ce phénomène-là, selon vous? Oui, Sophia, je vous remercie pour cette question-là. Je pense qu'à mon avis, comme elle a si bien dit, c'est lié un tout petit peu à nos origines. Et moi, je vais utiliser une comptine ancienne pour un peu essayer de répondre à votre question. Et cette comptine dit, si vous êtes noir, restez derrière. Si vous êtes brun, restez. Si vous êtes jaune, vous êtes doux. Si vous êtes blanc, vous êtes bien. Waouh! Et ça, c'est une ancienne comptine, un peu qui détaille, ou si vous voulez, qui résume ce que Mme Camara et vous venez d'appeler un peu la classification de la société que nous avions par rapport un tout petit peu à ce que je vais appeler donc des préjugés ou en tout cas des positions basées sur la couleur. Autre chose également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, comme elle a dit, Mme Camara, au niveau de ces plantations, il y a beaucoup de choses qui s'y faisaient. Et le simple fait également d'être blanc, parce que vous pouvez être blanc par une union avec voilà, j'aime pas trop le terme négresse, mais avec une femme de couleur, avoir un rejeton. Et ce rejeton pouvait avoir une couleur, et cette couleur pouvait être claire, moins claire ou tout clair, mais cela ne faisait pas pour autant votre rejeton-là, donc d'un être libre. Il était esclave. Il était esclave, mais en meilleure position, peut-être que... Tout à fait. Il était en meilleure position et ça a donné naissance à ce que je vais appeler ici au vocabulaire, à un vocabulaire qu'on va appeler ici un vocabulaire de catégorisation. Voilà. Et si je peux revenir dans le détail, c'est qu'elle a utilisé le terme mulâtre ou mulâtresse. C'est carrément l'union, en tout cas l'union entre un homme blanc et une femme de couleur. Sans vous couper, je veux juste revenir sur ce terme parce que j'ai eu dire auparavant qu'il pouvait être considéré aujourd'hui autant péjoratif que le terme nègre, le terme mulâtre, qu'il ne faut plus l'utiliser parce que c'est un peu offensant pour les personnes qui sont issues d'union de deux personnes de couleur différentes. Qu'est-ce qui le rend péjoratif, ce terme mulâtre? Ben, je pense qu'il est tout à fait péjoratif et injurieux, entre parenthèses, et je suis tout à fait d'accord qu'on ne devrait pas, autant qu'il est péjoratif, mais je trouve également que le terme nègre aussi, il est péjoratif. Tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on discute d'une question devenue actualité, mais qui nous poursuit. Et moi, je l'inscris dans le passé, je ne l'inscris pas dans le présent. Donc, je dis, comment est-ce que la société, elle était hiérarchisée à l'époque, et je parle aujourd'hui donc du temps un peu de l'esclavage. Donc, je parlais de ça. Comment est-ce que les choses se passaient pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui comment nous sommes arrivés à ce stade-là. Voyez un peu. Donc, je disais alors que c'était donc l'union entre peut-être une femme de couleur et un blanc qui donnait donc ce terme mulâtre-là qu'on va appeler aujourd'hui métis. Voyez un peu. Mais au-delà de ça, il y a également ce qu'on appelait les octarons. Et c'est les octarons également, c'est également une descendance entre un mulâtre et une mulâtresse. C'est ce qui donnait donc un octaron. Vous avez ce qu'on appelait également un quarteron, qui était un individu qui avait un quart de sang noir, qui l'avait.
Vous avez également ce qu'ils appelaient à l'époque les capres et les capresses. Et ça, c'est l'union entre un noir et une mulâtresse. Ou alors une noire et un mulâtre. Ouais. Vous voyez? Et vous avez ce qu'on appelle également un peu aux Antilles, ce qu'on va appeler ici donc les chabins et les chabines. Wow. Donc pour dire que c'était en fonction effectivement donc de la couleur donc de la peau. Énormément de catégorisation. Énormément de catégorisation et qui malheureusement nous poursuit. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup de sensibilisation, d'émancipation, ce qui fait que ces termes-là, on ne les retrouve plus puisque effectivement c'est considéré comme péjoratif, puisque à l'époque où on l'utilisait, on considérait l'être de couleur comme étant un homme qui n'avait pas de droit, comme étant un animal. Exact, Voilà. exact. Très instructif en tout cas comme explication. Madame Kane, c'est vrai, on a bien expliqué comment le colorisme est un legs qui paraît invisible ou qui paraît tellement assimilé de l'esclavage et de la colonisation. Maintenant, en tant que psychosociologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les séquelles psychologique en fait et sociologique de ce genre de legs-là? Qu'est-ce que ça peut avoir réellement sur l'inconscient de l'individu? Actuellement, c'est vrai que nous ne sommes plus à l'époque du colonialisme, mais on retrouve toujours ces stigmatisations. Même si, comme l'a dit M. Diallo, il y a des efforts qui ont été faits, mais on trouve toujours cette stigmatisation. Même dans nos sociétés actuelles, on peut prendre l'exemple d'un bébé qui naît, ou bien de deux bébés qui naissent en même temps. Mais le bébé qui est plus clair a plus d'attraction que le bébé qui est noir. La première chose qu'on se pose, même qu'on pose à la maman, c'est incroyable. Si c'est un bébé clair, maintenant on va s'extasier et dire que oh, c'est un joli bébé. Des fois, le bébé plus noir peut être plus joli, mais on a tendance on a une relation avec la beauté et surtout cette beauté-là, plus ça s'approche de la clarté, de la peau blanche, ça a tendance à nous émouvoir. Maintenant, même, on peut le dire, peut-être que ça a tendance à disparaître. Pour atteindre certaines, par exemple, les séries télévisées, ou même pour travailler dans les médias comme vous, et on avait tendance à utiliser des femmes qui étaient claires, ou bien qui étaient métissées, ou bien qui avaient un teint marron. Parce que même si on est noir, on se dit que bon, on va faire un peu du rahastin pour avoir juste un teint plus éclatant. Comme on se dit, on ne veut pas dire qu'on s'éclaircit la peau, on se dit qu'on va avoir un teint plus éclatant, plus joli. Parce qu'on se dit toujours dans son fort intérieur que le noir, c'est pas beau. Wow. Et c'est très profond. On l'a tellement inculqué. Exact. C'est depuis des générations que maintenant les gens grandissent avec cela, vivent avec cela. On utilise, il y a des stéréotypes, on les utilise sans même s'en rendre compte. Ouais. Comme j'ai donné l'exemple du bébé qui naît. Tout à fait. Donc, et je sais qu'on en rigole un peu, hein. On ne peut qu'en rire. C'est comme si, en fait, pour ne pas en pleurer, on en rigole. Parce que c'est quand même très profond. Quand on entend Basse Dombignouloul, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous sommes noirs. Effectivement. Donc c'est quand même extraordinaire. Et le nez épaté. Exactement. Mais quand le bébé naît, on a tendance à vouloir relever le nez. À enlever tout ce qui est... Le prototype du noir, il a le nez épaté. Exactement, mais on veut enlever tout ce qui est naturel à nous-mêmes. Il y a le complexe du naturel. Effectivement. Et justement, j'avais envie de vous poser cette question, Monsieur Diallo. La question fatidique, c'était notre société sénégalaise. Est-ce qu'il y a du colorisme dans la société sénégalaise? Maintenant, c'est même un peu ironique de poser cette question après ce que Madame Camara vient d'expliquer. Mais je vais vous demander jusqu'où ça va dans notre société sénégalaise, ce colorisme-là, et ce rejet du naturel. Écoutez, Sophia, moi, mon avis sur cette question-là, je ne parlerai pas pour ce qui est du Sénégal, en fait, du colorisme, hein, je vais plutôt utiliser le terme décolorisation ou la dépigmentation, hein, puisque le colorisme en tant que tel, comme vous l'avez dit, carrément est issu quand même du racisme, vous voyez un peu. Et quand on comprend bien sa progression, les idées, les mécanismes, ce qui sous-tend ce système-là, vous comprendrez qu'au monde d'aujourd'hui, je ne pourrais pas penser que, en tout cas, assimiler ça à ce que font donc nos sœurs. Vous voyez un peu. Maintenant, il faut dire que oui, au niveau du Sénégal, c'est une question qui est là, qui se pose. Mais moi, je vais reculer un peu en arrière pour faire une comparaison un peu entre l'Inde et un peu ce qui se faisait en Guadeloupe, donc les Caraïbes.
Vous savez, en Inde, par exemple, on valorise la peau claire. On valorise la peau claire, les yeux clairs, les cheveux lisses. Or, quand vous allez au niveau des Antilles, qui, eux, ont subi la colonisation chez eux, l'esclavage chez eux, c'est carrément le colonisme apparaît comme une structuration des rapports de société. C'est une structuration carrément qui existe chez eux, parce qu'effectivement, le colon en partant, il a laissé carrément ces stigmates, ces idées qui, jusqu'à présent, demeurent. Donc chez eux, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce que nous faisons, il n'y a pas la dépigmentation. Les gens entretiennent. Par contre, le drame maintenant se trouve en Afrique, où les gens se dépigmentent, et ça également, ça remonte vers les années 70, puisque, je le rappelle, la dépigmentation est apparue aux États-Unis vers les années 1960. Et c'est des jeunes afro-américains qui travaillaient dans l'industrie textile, et également du caoutchouc, et quand ils utilisaient ce qu'on appelle les produits comme tels que l'hydroquinone, et ils ne se rendaient pas compte. Et au fur et à mesure qu'ils travaillent, maintenant, ils ont vu que la peau, elle a commencé à changer. Donc c'est comme ça que c'est venu. Maintenant, en Afrique, précisément au Sénégal, c'est vers les années quand même 70 que les gens ont commencé à s'intéresser à se décoloriser la peau. Mais ce qui soutient cela, c'est comme l'a dit Mme Camara, c'est souvent des clichés. Des clichés ou bien, comme vous le disiez tantôt, l'envie de vouloir ressembler à l'autre. Oui. Voilà, pensant qu'on est un être inférieur. Ouais. Et je rappelle une citation de Tupac Amaru Shakur, qui disait plus le fruit, certains pensent que plus le fruit est noir, meilleur est le jus, mais moi je dis ce qui a amené un peu Black is beautiful. Black is beautiful. Donc ces dames-là devraient savoir qu'effectivement que Black is beautiful. Donc et être fier de ce qu'on est, revendiquer ce qu'on est, puisque également c'est notre identité culturelle. Au-delà de tout, c'est une question culturelle. Donc nous devons vraiment s'enraciner, comme disait le président Poète, s'enraciner d'abord avant de s'ouvrir au reste. De s'ouvrir au monde, comme nous disait Senghor. Ben, écoutez, vous avez touché des points vraiment très importants. Vous avez parlé des Antilles, de l'Inde. J'aimerais donner un autre exemple pour expliquer qu'en fait, ce n'est pas seulement les communautés noires. Parce que quand on va en Asie, il y a aussi un certain dépigmentation de la peau. Il y a aussi cette stigmatisation où plus on a la peau claire, plus on est considéré de classe sociale un peu plus élevée. Donc ça existe un peu partout à travers le monde, les raisons peuvent être différentes. Madame Camara, Monsieur Diallo a touché le point de la dépigmentation, qui est vraiment dans notre société. On le sait, on le voit tous les jours, c'est là. On en connaît plus ou moins les effets sanitaires, les problèmes sanitaires qui peuvent être liés à la dépigmentation, et les médecins peuvent en référer. Mais avec vous, j'aimerais vous poser la question de cet effet psychologique chez quelqu'un qui se dépigmente, une femme ou un homme. Au Sénégal, il y a plus de femmes que d'hommes qui le font, contrairement à d'autres parties de l'Afrique comme au Congo où les hommes se dépigmentent aussi. Mais ici, j'aimerais vous poser quel est en fait ce mécanisme psychologique qui se passe chez cette femme qui change en fait la couleur naturelle de sa peau pour une autre. Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie? En fait, il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent amener une femme via un homme. Et vous dites que peut-être que ce n'est pas nombreux au Sénégal, mais de plus en plus, on assiste à des hommes qui se dépigmentent un peu la peau pour être peut-être paraître plus jovial, plus aimable et tout. Donc, ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, ça peut être une jeune fille qui peut-être avec ses copines avec qui elle est tout le temps, elle peut subir l'influence de ses copines qui lui disent bon, essaie ce produit-là, ça peut te rendre plus jolie et comme ça tu vas attirer beaucoup d'hommes, comme ça tu vas te marier plus vite. Maintenant, peut-être ça peut être une femme qui est déjà dans son ménage et à qui son mari voudrait qu'elle se dépigmente un peu la peau, peut-être, mais toujours on remarque qu'il y a l'aspect beauté et rendre plus jolie. Donc cette femme-là, peut-être que aussi dans son enfance, il peut qu'elle ait subi un traumatisme. Parce que si dans son depuis l'enfance, on te dit Sanya Waibi, tu n'es pas jolie, tu es noire, regarde tes copines, elles sont plus jolies que toi. Et si tu vois que tes copines qui sont plus jolies aussi, peut-être sont plus appréciées. Donc ce traumatisme-là va grandir de plus en plus. Et l'individu va développer ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Donc en grandissant, si elle est influencée par ses copines ou bien si elle est dans un ménage, son mari lui dit « moi je veux une femme qui est plus claire bon, naturellement, elle va essayer d'utiliser ces produits-là pour se rendre plus jolie.
Et des fois, avec les modèles qu'on montre à la télé aussi, à travers les modèles qu'on montre dans les séries, dans les pubs et autres, on voit que ce sont des femmes jolies, claires, qui sont bien dans leur peau. Bon. Jolie, directement associée à Claire. C'est associé. C'est associé. Alors que, moi, je préfère le naturel. Parce qu'on peut être clair et joli et naturel aussi. Tout à fait. Faut pas l'oublier. On peut bien fait. être clair de peau et naturel. Mais le naturel, en fait, est plus joli. Mais quand on va jusqu'à maintenant se dire que la peau qu'on a vraiment, elle est sale, elle me défavorise, elle m'empêche peut-être d'évoluer dans la société, ou bien elle m'empêche de trouver un mari, ou bien mon mari, si je ne suis pas plus claire, il va aller chercher ailleurs. Donc ce sont des clichés qui peuvent influencer la femme à aller peut-être utiliser des produits. Quelquefois, ça peut ne pas être ça. C'est quelqu'un juste qui est par le fun, veut juste changer de teint. Quelqu'un qui par le fun veut changer de teint. Je voulais venir à ça avec Monsieur Diallo. Que répondriez-vous, à ces gens qui pourraient nous dire écoutez, c'est pas une question de complexe, c'est pas forcément toujours aussi profond que ça, cette histoire de ça nous vient d'un esclavage et tout, c'est peut-être juste des préférences. Quelqu'un qui serait capable de dire moi je préfère les femmes claires, pas parce que je suis complexée, pas parce que voilà, mais parce que c'est juste ma préférence. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ben écoutez, je dirais tout simplement que c'est son choix et que je respecte son choix. D'accord. Voilà, c'est un choix que je respecte. Mais moi, sinon, juste dire que, écoutez, moi, je pense aussi, comme elle a dit, vous savez, le phénomène là, c'est vrai, au Sénégal, on n'a pas de statistiques sur cette question, mais je sais que récemment, avec ce qui s'est passé et qui a fait que le CNRA a intervenu pour un peu réguler, et ça rejoint ce que disait Mme Kamara sur un peu ce qu'on faisait au niveau de la pub, en tout cas, qui concernait les produits éclaircissants, c'est que les médias sénégalais ont révélé que 67 à 72% de la population sénégalaise utilise, donc, en tout cas de la gente féminine, touche en tout cas ces produits-là. C'est énorme comme pourcentage. C'est énorme comme pourcentage. Vous voyez un peu. Autre chose, c'est qu'au-delà même de ça, vous voyez bien, même les hommes commencent à utiliser des produits au niveau de leurs lèvres là, vous voyez, pour les rendre un peu rougeâtres. Alors que ça me rappelle un peu l'histoire un peu du rouge à lèvres. Puisque le rouge à lèvres également, on l'a inventé parce que tout simplement les gens avaient fait une comparaison entre la femme de couleur et la femme blanche. Ah oui. Puisque la femme blanche, vous voyez un peu au niveau, c'était pour valoriser plus davantage les lèvres de la femme de teint clair. Et nous, on n'avait pas besoin de cela. Non, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Vous touchez à un point parce que vraiment... nos lèvres sont plus charnues, en fait. Naturellement. Naturellement. Mais on l'utilise. Et souvent, je dis que c'est par méconnaissance que les gens le font. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, je pense que c'est de les sensibiliser. C'est vrai, ils ont le droit de disposer de leur peau comme elles veulent, d'en faire ce qu'elles veulent, mais il y a quand même des limites qu'il ne faudrait pas franchir, d'autant plus que ces produits-là sont des produits d'une toxicité extrêmement grave sur la peau, sur beaucoup d'autres en tout cas, choses qui pourraient nuire à la santé donc de la personne. C'est même une question de santé publique, ça. Exactement. Voilà. Ben, écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va visionner une petite vidéo, un témoignage sur notre sujet. J'en dis pas plus, on regarde ça et on revient. Adjaba, bonjour. J'espère que tout le monde, que vous allez bien. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui fait réagir. Car aujourd'hui, on arrive sur des situations atroces. Quand moi, je vois des femmes se décolorer, se mettre en danger pour être plus claires de peau, je trouve ça extraordinaire. Mais je me dis, c'est aussi lié à la société d'aujourd'hui, à la société sénégalaise. Moi, ma mère, elle me disait toujours, quand j'étais bien habillée, jolie, ce qu'elle me disait, « Dagotoubabé ». Ça veut tout dire. Ça veut dire que pour être belle, pour être jolie, il faut être blanche. Alors que c'est juste nos années, notre historique qui amène ces propos. Mais qu'aujourd'hui, je pense réellement qu'on peut réussir. En tout cas, moi, je suis l'exemple d'une femme qui a réussi. Je travaille dans une grande entreprise. Je suis noire. De me nul, hein? Je suis noire et ça ne m'a pas empêché de réussir. Ça ne m'a pas empêché de prendre soin de moi. Je ne me trouve pas moins belle qu'une autre.
Le seul critère que j'ai, c'est de faire attention à moi, c'est de mettre moins de produits possibles sur mon visage, de mettre des crèmes naturelles pour garder mon teint. Mais je sens que les mentalités sont en train de changer. Alors, ce témoignage, Monsieur Diallo, vous pouvez nous en parler? Qui est cette jeune femme? Écoutez, c'est Khadija. Oui. Khadija Ba, et donc elle réside en France. Oui. Et donc, elle est d'origine sénégalaise. Effectivement, comme elle l'a dit, elle travaille dans une grande entreprise que je ne vais pas citer ici, mais quand même qui a échelonné, qui a accepté et qui a assumé sa couleur de peau, comme elle l'a dit. Vous savez, dans les années 1920, la France coloniale, même aux États-Unis, la question là, c'était une question qui se posait. Puisque pour avoir un job, décrocher un travail, un emploi, surtout quand on était une personne de couleur, c'était quasiment impossible. Ouais. C'était vraiment difficile de trouver de l'emploi, en tout cas un emploi décent, si on était vraiment une personne de couleur. Ben, sinon, on était appelé à faire donc des travaux vraiment rudimentaires pour subvenir à nos besoins. Mais comme elle a dit, ça a évolué, ça a avancé. Et comme elle a dit, je pense que c'est aussi ça. Vous savez, la conscience collective, quelque part, elle nous fatigue, puisque dans nos foyers respectifs, dans nos origines, et Mme Kamara l'a branché, le poids de la société, il est très fort sur la personne. Vous savez, quand vous sortez, on vous dit, comme elle a dit, je sais pas moi, en fait, pour expliquer, en fait, tout ce qui est bien et tout ce qui est joli est associé à autre chose. Ben effectivement. Mais il y a quelque chose qui l'explique. Hein? Oui. Parce que vous savez, dans votre introduction, c'est vrai que vous avez parlé de la phrase dans le psychiatre France Fanon. Oui. Mais vous savez, dans cette hiérarchisation de la couleur de peau au sein d'un même groupe ethnique, il y avait quelque chose qui l'expliquait. Parce que tout simplement, la couleur, la clarté, la couleur claire, qu'est-ce qu'on disait? C'était carrément le symbole de la beauté, de la réussite, donc des idées qui valorisent. Alors que c'était l'effet contraire pour les gens qui étaient les gens de couleur. Puisque c'était quoi? C'était la laideur, c'était l'échec, c'était des idées dévalorisantes. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous poursuit. Et c'est ce qui fait que souvent les gens utilisent des termes comme ça. Voilà, quand un enfant, on donnait ça à un enfant, on dit bon voilà, des fois nul, des fois tout genre là. Comme l'air de rien. Voilà, alors que ce qu'ils disent là, c'est extrêmement grave et c'est dangereux même. Oui, c'est dangereux parce que ça véhicule des messages assez profonds. J'espère que la sensibilisation est bonne et de toute façon la répétition est pédagogique, comme on le dit. Madame Kamara, pour revenir un peu sur la vidéo de cette belle jeune femme, Khadija Ba, à la fin, elle termine par nous dire qu'aujourd'hui, elle est en France et elle a beaucoup de gens qui la complimentent au contraire sur sa peau naturelle noire et qui lui disent « Oh, tu as une très belle peau, etc. » C'est comme s'il y avait un revirement un peu de situation qui se passe actuellement avec tous ces mouvements-là. Les mouvements Napi, les mouvements Black is Beautiful. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Diallo, des caractéristiques qui appartenaient en quelque sorte aux femmes noires sont aujourd'hui imitées par d'autres femmes, des femmes blanches, des femmes asiatiques, c'est-à-dire les lèvres charnues. Certaines se font de la chirurgie esthétique pour avoir les lèvres de la femme noire, certains se font de la chirurgie pour avoir le corps de la femme noire, etc. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce revirement de situation-là? En fait, il y a un éveil de conscience et dû au fait qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation de la part des médecins, des dermatologues qui ont sensibilisé sur les risques, mais aussi de plus en plus les femmes noires commencent à s'éveiller, à s'assumer la couleur de leur peau et surtout à travers le napisme, le naturel. Parce que le colorisme, moi je dis que ça va au-delà de la couleur de peau, mais ça va jusqu'au comportement, jusqu'à la texture des cheveux, parce que la plupart des femmes, même quelquefois si elles ne se dépigmentent pas, elles utilisent des cheveux
dit entre guillemets naturels, parce que pour moi, ce ne sont pas des cheveux naturels, pour peut-être se ressembler davantage à une femme blanche. Ouais. Et comme vous le dites, de plus en plus, on assiste à un revirement de situation. Les femmes commencent à s'éveiller, à voir qu'il y a du beau dans le noir et qu'il y a du beau surtout dans le naturel. Exact. Et que le fait de s'assumer, ça permet peut-être de mieux passer ses croyances et se dire aussi que être noir n'est pas symbole d'échec, mais ça peut être symbole de réussite. Parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont réussi dans les médias, dans plusieurs sphères de la société. On remarque qu'il y a beaucoup de femmes noires qui de plus en plus occupent certaines sphères qu'il y a des années où on n'aurait même pas pensé voir des femmes noires. Même dans l'industrie du cinéma, si vous voyez que récemment, il y a quelques années, il y a une femme noire qui a été césarisée. Ouais. Elle a pris la parole, elle a dit qu'elle est émue. Parce que c'est la première fois qu'on voit une femme noire de teint foncé à qui on octroie un César parce qu'elle a osé assumer. Elle ne fait pas partie de ce qu'on appelle les light skin. Parce qu'aux États-Unis, on les appelle les light skin. Ce sont les genres Beyoncé et Rihanna qui sont noirs, mais qui sont tellement... de peau claire. Qu'on les associe même à des blanches. Oui. Alors que cette femme-là qui a été césarisée, elle est noire de peau et elle a assumé non seulement sa couleur, mais ses rondeurs et aussi le fait qu'elle ait des cheveux crépus. Exact. Donc on ne peut que saluer cela et de plus en plus, peut-être que plus sensibiliser et plus utiliser des modèles de référence qui s'apparentent à la beauté naturelle de la femme noire. Exactement. Toujours dans le même registre, hein, Monsieur Diallo, lorsque aujourd'hui on allume nos télévisions ici au Sénégal et qu'on regarde nos séries actuelles maintenant, est-ce qu'on sent, selon vous, je ne sais pas si vous êtes adepte hein, ou si vous voyez un peu ce qui se passe dans nos séries actuellement. Je prends l'exemple de, je peux en citer, hein, par exemple, Maîtresse d'un homme marié, où l'actrice principale est noire, ou est magnifique aussi, et d'autres femmes aussi, les femmes qui ont les rôles principaux sont noires, sans dépigmentation. Est-ce que vous pensez aussi que au Sénégal, on a cet éveil de conscience maintenant de mettre plus en avant des femmes un peu plus naturelles? Oui, je pense qu'il y a même un mouvement de femmes au Sénégal. Hein, je pense que c'est Dark is Beauty ou Black is Beauty. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ñuul Kuk. Voilà, des choses comme ça. C'est quand même des mouvements, je pense que des initiatives à saluer. Bon, maintenant, par rapport à ce qui se passe au niveau de nos séries télévisées, j'avoue que moi... Ça vous fait rire. Oui, des fois quand je suis les séries télévisées, je me demande dans quel monde je suis en fait. Ah oui? Oui, puisque des fois je me dis que carrément on s'éloigne vraiment de la réalité. Vous savez, quand vous comparez avec ce qui se passe un peu au Nigeria, un peu, où on valorise, même du point de vue vestimentaire, du point de vue culturel, ils ont cette culture de valoriser ce qu'ils ont de riche, leur patrimoine culturel, les tenues vestimentaires, l'accoutrement, des fois même les sociétés. En tout cas, ils le valorisent bien. Ouais. Maintenant, également la couleur de la peau. Ouais. Maintenant, au niveau, quand on revient chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est un contraste que moi je vois. Ouais. Je peux comprendre qu'on soit africain, est fier de l'être et assumé de l'être. Et quand on joue un film, c'est vrai, il y a également une industrie qui est là, on veut rentabiliser, on veut faire des choses, mais il faut faire un choix juste. Puisqu'il y a eu un équilibrage. Puisqu'il y a eu un tollé qui a fait que, effectivement, certaines séries ont été obligées de revoir les acteurs ou actrices principales. Vous voyez un peu. Ça, il ne devait pas y avoir ce tollé pour qu'on puisse réagir. Je pense que ça devait être fait de façon spontanée, naturellement. Dire qu'on est africain, on est noir, il faut qu'on valorise notre identité culturelle. Exact. Et c'est ce que je ne trouve pas au niveau de nos séries télévisées. Là. Et je pense qu'il devrait davantage valoriser et même motiver, encourager les femmes là, à ne pas se dépigmenter, mais d'entretenir la peau naturelle qu'elles ont. Mais si vous allez à un casting, ou carrément on vous impose quand même une peau claire, écoute, ça devient compliqué. Voilà. Mais vous avez peut-être raison dans le sens où vraiment auparavant c'est ce qui s'est passé. Hein. On voyait juste un certain modèle. Pas que ce soit mauvais, on l'a dit tout à l'heure, on peut être clair, joli, naturellement, mais on peut aussi être noir, joli, naturellement. Mais auparavant on voyait juste un seul type
de femmes à nos écrans. Mais maintenant, on sent quand même un début de changement, comme on le dit. Je ne sais pas si, madame, vous voyez un peu en regardant Dérapage, en regardant Golden, toutes ces séries qui mettent un peu comme actrice principale des femmes de teint noir, naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on sent qu'il y a des changements, bien que ça reste encore oui. minime. Minime, ouais. Parce que jusqu'à présent, il y a certains rôles qu'on n'oserait pas donner à une femme, peut-être de teint clair. Ouais. Par exemple, la bonne. Ouais. On a tendance à prendre une bonne qui est de teint noir. Ah, intéressant, c'est intéressant. Donc, même dans les castings, si vous voyez le synopsis des rôles, ouais. on dit, pour certains rôles, on met une femme claire, par exemple les cheveux lisses, et peut-être que pour un autre rôle, on pourrait mettre une femme noire, ou bien une femme de teint marron, de telle couleur. Donc, on catégorise même les rôles. Donc, c'est vrai qu'il y a des changements, et à travers ces séries que vous avez citées, on a vu que même si ce ne sont pas les actrices principales qui sont de teint naturel, on voit au moins il y a une ou deux femmes qui sont dans le groupe, dans les personnages, et qui peut-être affirment leur nature. Exact. Donc, on espère que ça va évoluer maintenant, parce que et c'est seulement à travers ces séries-là, parce que le Sénégalais, bien même, et de plus en plus, sont adeptes à ces séries-là. Tout à fait. Donc, certains messages, on ne peut que les passer à travers les séries. Si on veut éveiller les consciences, si on veut qu'il y ait un changement de comportement, on ne peut que les passer à travers ces séries télévisées, à travers les pubs, à travers les médias. Donc, mieux vaut vraiment donner, comme je l'ai dit tantôt, des modèles de femmes naturelles. Tout à fait, tout à fait. Bon, on espère cette amélioration continue. On va visionner une deuxième vidéo, très intéressante, et on va la commenter juste après. C'est tout de suite. Je pense qu'on peut répondre à cette question de deux aspects. D'un point de vue individuel, finalement, la volonté personnelle de ces femmes de se décoloriser la peau, mais aussi d'un point de vue sociétal. Du point de vue individuel, dans une enquête menée par la mairie de Paris, on estimait que 20% des femmes d'origine africaine résidant en Île-de-France utilisaient des produits éclaircissants. Elles disent qu'elles utilisent ces produits éclaircissants particulièrement pour le côté esthétique et parce qu'elles se trouvaient plus belles. Néanmoins, ce qui est assez éloquent, c'est qu'elles ne renient pas leur couleur de peau, même si elles disent se dépigmenter volontairement la peau. D'un autre côté, on peut voir la problématique d'un point de vue plus sociétal, c'est-à-dire, finalement, pourquoi on se décolorise la peau? N'est-ce pas pour changer le regard qu'a la société sur la femme afrodescendante? Peut-être pour aussi dévier des regards racistes à l'égard de ces femmes afrodescendantes, sans oublier un dernier aspect qui est évidemment le problème du diktat des médias, notamment en présentant en permanence une image de la femme blanche dans ses activités quotidiennes, pour acheter des produits, pour des activités de loisirs. La femme afrodescendante a donc tendance à vouloir s'identifier à ce diktat de la femme blanche à travers la visibilité des médias qui sont diffusés à un niveau international. Enfin, je prendrai une dernière position par rapport à cette problématique qui est que la dépigmentation de la peau est bien sûr devenue une mode dangereuse au niveau planétaire. En effet, on estime qu'il y a des cosmétiques éclaircissants illicites qui provoquent des effets nocifs et de gravité variables chez 60 à 70% des utilisateurs. Ainsi, j'ai abordé cet aspect de la décolorisation sous 3 points principaux. La volonté personnelle des femmes se trouvant plus jolies en ayant une couleur de peau plus claire, mais finalement, cette volonté n'est-elle pas impulsée par des diktats sociétaux autour des problèmes de regard sur la femme afrodescendante ou encore de regard raciste sur la femme afrodescendante, ou bien encore à cause du diktat des médias qui présentent en permanence une image blanche de la femme dans toutes ses activités. Alors, l'analyse de votre collègue d'outre-mer, Stéphanie Bruno, une analyse qui vous convient en tant que psychosociologue, vous en pensez quoi? Elle a bien défini, parce que c'est à travers les dictats maintenant que la femme subit des influences. La femme noire surtout est victime de racisme, de stigmatisation, et toutes ces influences qu'elle subit peuvent l'amener à se sentir inférieure à une femme blanche. Mais
et je le dis que maintenant la tendance commence à évoluer, les femmes commencent à s'affirmer, à aimer leur peau surtout. Et moi, je ne suis pas pour une sanction négative, dire à la femme arrêtez de vous dépigmenter, c'est pas bon pour votre peau et vous ne vous aimez pas, vous avez un problème d'estime de soi. Mais je suis plus pour qu'on conscientise la femme sur les méfaits de l'utilisation de la dépigmentation et plus pour qu'elle gagne en confiance de soi, en estime de soi. Mais si on vient te dire ne te dépigmente pas parce que la couleur blanche n'est pas plus jolie que toi et autres, ça va pas l'attirer. Il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait en fait. Et qu'elle s'assume pour pouvoir maintenant évoluer. Et aussi, les sociétés maintenant, il faut qu'on commence à regarder autrement. Et peut-être que même les médias, je pense qu'elle vous a jeté des pierres. Il y a le dictat des médias aussi. C'est les médias en fait qui nous imposent le modèle peut-être européen comme critère de beauté. Parce que même ça va au-delà, comme j'ai dit tantôt, ça va au-delà de la couleur de peau, ça va au comportement, à la texture des cheveux et surtout même à l'habillement. On a tendance à vouloir s'habiller à l'européenne pour se dire qu'on est toubabé, comme l'a dit la dame, ou bien qu'on est même civilisé. Parce que même la civilisation, on l'assume à la peau blanche ou bien à la civilisation européenne. Alors que tel n'est pas le cas. Exactement. On parle de dictats sociaux, on parle de prise de conscience. Et là, on rentre dans les responsabilités. Hein. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Les médias, donc nous, nous avons une certaine responsabilité. Lorsqu'on parle de responsabilité, Monsieur Diallo, pour changer les dictats sociaux, qu'est-ce que vous direz et quels conseils vous donnerez aux générations suivantes pour ne pas, en fait, transmettre le traumatisme du rejet de soi, du rejet de sa couleur de peau, de ses cheveux, de ses caractéristiques naturelles en tant que noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passe par quoi? Bon, je pense qu'il faut, comme disait Gandhi, être d'abord le changement que l'on souhaite chez l'autre. Vous voyez? Il faut une prise de conscience collective. Mais avant cette prise de conscience collective, je pense qu'elle doit d'abord être individuelle. Individuelle. Vous savez, à beau lutter contre le racisme, je pense que le colorisme est pire que le racisme. Puisque le colorisme, c'est dans une communauté, en fait. Tout à fait. C'est nous dans nous. Tout à fait. C'est nous dans nous qui nous faisons la guerre dans un système qu'on a hérité. Donc, c'est comme on le dit, le linge se lave en famille. On doit en tout cas s'arrêter un peu et essayer de revoir la question là. Mais autre chose, c'est que c'est également par l'éducation. L'éducation de base, au niveau de la famille. Ensuite, au niveau de l'instruction, au niveau des établissements scolaires. Mais également la vie qui forme. Et c'est le cumul des deux, l'éducation de base, l'instruction au niveau de l'école, qui permettra en tout cas d'avoir cette formation au niveau donc de la vie. Mais il faut également des pouvoirs publics. Vous voyez, si vous prenez, je prends l'exemple de quelques pays, par exemple l'exemple du Ghana, en Afrique du Sud, même au Kenya, en Inde que vous avez cité là. Je pense qu'il y a même dans l'Asie du Sud-Est là, mais les pays, les produits éclaircissants sont interdits. Puisque effectivement, les gens ont pris conscience des dégâts qui étaient causés par ces produits-là. À défaut de pouvoir interdire, éduquons-les à mieux entretenir leur peau, les sensibiliser et éviter les stigmatisations. Et c'est aussi un problème parce que souvent ces femmes-là qui s'adonnent à la dépigmentation, elles sont stigmatisées. Aussi. C'est un autre problème qui vient se rajouter à un autre problème qu'on n'arrive même pas encore à élucider. Tout à fait. Voyez un peu. Donc les problèmes s'accumulent. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est vraiment de mettre en place en tout cas des cercles, des cadres de concertation pour essayer vraiment de voir comment juguler la question pour en tout cas prévenir les générations à venir. Pour au moins les prévenir ou les éviter de vivre ce que les générations actuelles vivent. Exactement. Alors une prise de conscience, responsabilité. Madame Camara, pouvons-nous en tant que société lutter contre le racisme et s'indigner du racisme, alors que même au sein de notre communauté, il y a du colorisme et de la discrimination. Elle est où la différence entre le rejet des autres peuples et le rejet qu'on fait dans notre propre communauté? Bon, ce rejet-là est encore plus dur. Parce que si on est rejeté par l'autre, ça passe mieux. Mais si on est rejeté par son semblable, alors là, ça devient plus grave.
Maintenant, l'éveil de confiance va revenir et surtout, comme l'a dit M. Diallo, l'éducation et surtout la socialisation. Il faut que nous-mêmes, qu'on se rééduque et comme à travers nos enfants, on essaie de les socialiser d'une autre manière que la nôtre. Parce que nous, c'est vrai qu'on a été éduqués d'une autre manière, mais maintenant, nous, parents, qui allons éduquer nos enfants, il faut qu'on leur apprenne à s'aimer, à avoir confiance en soi et surtout à pouvoir évoluer en société, à ne pas stigmatiser l'autre. Parce que c'est dès le bas âge que ça s'apprend. Parce que si on dit à l'enfant, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu acceptes ta peau, il faut lui dire aussi, il faut accepter la peau de l'autre. Oui. Il ne faut pas que tu te dises que tu es meilleur que l'autre, mais vous êtes des semblables, vous êtes des êtres humains. Celui-là, peut-être qu'il a le teint plus clair parce qu'il a des origines métissées. Celui-là, il est noir parce qu'il n'a pas d'origine métissée, mais vous êtes tous des noirs et vous avez tous le même sang qui coule dans vos sangs. Exact. Donc, il faut qu'on réapprenne à éduquer nos enfants, surtout parce que c'est cette génération-là qui va grandir et plus tard, peut-être qui pourra nous sortir de ces stigmatisations qu'on est en train de vivre. Nous-mêmes, ce qu'on peut faire peut-être, c'est d'essayer de regarder les stéréotypes qu'on utilise, les médias aussi. Essayer de changer certains concepts, plus valoriser, comme je le dis et je le redis, plus valoriser la couleur naturelle et surtout la couleur naturelle, mais les cheveux naturels humains. Ouais. Pas les cheveux naturels entre guillemets, mais les cheveux naturels humains. Que la femme se dise qu'en gardant ses cheveux, vous voyez maintenant, c'est rare de voir une femme qui se tresse et qui ose sortir dans la rue. Se tresse avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Il y a une copine qui me disait hier, elle me dit, moi des fois je vais au boulot avec mes tresses, mais quand je vais au boulot, je sens qu'il y a des regards et on me dit, mais elle est folle ou quoi? Pourquoi elle laisse ses cheveux comme ça? Pourquoi elle n'a pas mis de perruque? Ou bien pourquoi elle n'a pas mis de foulard? Peut-être parce que... C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher. Comme si on n'ose plus sortir avec nos cheveux naturels. Même à la maison, si tu te tresses, tu laisses tes cheveux comme ça, on va te dire, yo, la date, c'est bon, binak, do mousoro, ou do tek perruque. En fait, on nous a tellement habitués à ces choses-là qu'on se dit que notre couleur de peau ou bien la texture de nos cheveux, c'est pas joli, on ne doit pas l'accepter. On doit lutter comme ça et ne plus l'accepter. Bon, maintenant, ça peut aller même jusqu'au maquillage. Parce que nous-mêmes, c'est vrai qu'avant d'être sur le plateau, on s'est maquillé. Et c'est sûr qu'on n'ose pas se présenter à la télévision sans maquillage. Bon, donc, c'est des choses qui sont ancrées en nous et qui sera vraiment difficile d'enlever. Et ce qu'on peut faire peut-être, c'est d'aider nos enfants, de leur faire aimer leur culture, de leur faire aimer la couleur naturelle de leur peau et surtout leur culture. Surtout. D'accord. Il devrait y avoir sûrement une certaine évolution dans chaque génération qui prend conscience de la chose. Merci pour ces mots de la fin, Madame Camara. Peut-être des mots de la fin aussi, Monsieur Diallo, avant qu'on conclue. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Sophia, pour cette excellente idée. Également cette thématique-là qui est d'actualité, je pense. Elle est d'actualité et l'audace que vous avez eue d'aborder une thématique pareille, puisque ce n'est pas du tout évident. Vous remerciez pour ça. Remercier également vos téléspectateurs et pour l'importance qu'ils accordent à tout ce que vous faites. Féliciter également toute l'équipe, la rédaction, qui vous accompagne, vos techniciens, les hommes de l'ombre. Ah oui. Je salue au passage. Voilà. Et puis, en tout cas, remercier tout le monde. Exact. Et également, s'il y a également des écarts de langue, puisque ce n'est pas facile d'aborder une question aussi délicate, que ce n'était pas intentionnel. C'était juste pour... l'indulgence. Voilà, l'indulgence. Écoutez, j'aimerais remercier pour l'invitation et aussi pour les téléspectateurs qui vont suivre cette émission-là, qui suivent l'émission. Et peut-être, comme l'a dit M. Diallo, remercier tous ceux qui sont derrière et qui ont pu permettre la réalisation de cette émission. Exactement. Et moi, je termine par vous remercier tous les deux d'avoir aussi été sur ce plateau sans langue de bois et d'avoir transmis un message qui est important, je pense, à véhiculer aujourd'hui. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Idée, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous bientôt sur ITV.